Au sommaire de cette édition, la 39e Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte ce matin à Abidjan. Près de 300 délégués, dont une dizaine de présidents de parlement, prennent part aux travaux. Un pas de plus dans la coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les experts préparent la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Trois filles sur 10 sont victimes de mariage forcé en Côte d'Ivoire. Conséquence, de nombreuses grossesses précoces, des fistules obstétricales et des décès liés à l'accouchement. Au Mali, l'heure est à la campagne pour les élections présidentielles. Les 28 candidats ont été reçus par John Kounda Traoré, le président par intérim du pays. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette demi-heure d'information sur RTI 1. Ouverture ce matin de la 39e Assemblée parlementaire de la francophonie autour du thème « Les parlements au cœur de la construction de la nation ». Le président Alassane Ouattara a procédé à l'ouverture de cette importante rencontre. Viviane Aïma. Après une suspension de 6 ans pour la Côte d'Ivoire au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la réunion ce mercredi 10 juillet à Abidjan de la 39e session de cette Assemblée peut être considérée comme la marque de la reconnaissance internationale du respect de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, regroupe 78 pays dans le monde qui ont en partage la langue française. Hormis la défense de ce patrimoine commun, l'APF se positionne aussi comme le gendarme de la démocratie au sein du monde francophone. Participent à cette 39e session parlementaire les présidents des assemblées nationales membres de l'APF, de nombreux parlementaires francophones, présent aussi à ces assises, le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf. La démocratie en Côte d'Ivoire est ainsi reconnue. Le président du Parlement ivoirien, Soroki Bafori Guillaume, en donne tout le mérite au président de la République, Alassane Ouattara. L'organisation de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes a été confiée à la Côte d'Ivoire est le signe indiscutable de la nouvelle confiance accordée à notre pays. Mais c'est aussi et surtout le signe de la confiance accordée à un homme, vous, Monsieur le Président de la République, démocrate, homme de droiture, de compétence et rigoureux dans la gestion des affaires publiques. Le président de l'Assemblée parlementaire francophone, le président de l'Assemblée nationale burkinabé, a souligné la claire vision qu'à l'extérieur des efforts consentis par le chef de l'État ivoirien pour favoriser la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous pouvons constater de nos propres yeux les efforts déployés par la Côte d'Ivoire tout entière, pays cher à l'Afrique et à la francophonie, pour faire avancer le processus de reconstruction de la démocratie. De même, en arrivant dans ces pays, nous constatons qu'il est en plein chantier afin de continuer à assumer son rôle de locomotive de l'économie de l'Afrique. Le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, tout en félicitant le président de la République Alassane Ouattara, lui a traduit le soutien de la francophonie. La Côte d'Ivoire progresse chaque jour avec succès sur le chemin de la réconciliation, de la stabilité, de la prospérité. Et je veux réaffirmer ici que la Côte d'Ivoire peut continuer à compter sur l'accompagnement et l'appui indéfectible de toute la francophonie. Avant de clore son propos, le secrétaire général de la francophonie a aussi félicité le peuple ivoirien pour sa contribution à l'enrichissement de la langue française. Mais je veux dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vraiment la langue française doit féliciter tous les Ivoiriens pour leur imagination, leur façon savoureuse de s'exprimer en français. Chaque fois qu'on demande de donner des expressions
qui ne sont pas venus de l'Hexagone ou des pays du Nord, les exemples qui vous viennent à l'esprit, c'est des exemples ivoiriens. Un compliment qui a incontestablement fait plaisir au premier des Ivoiriens, qui a traduit les remerciements de tous en langage bien de chez nous. Bien, Président, nous sommes enjaillés de toi. Certains diront que, Président, nous sommes fans de toi. Et le président Diouf est vraiment un président choco. Le président de la République a remercié l'APF pour cette reconnaissance qu'elle accorde à la Côte d'Ivoire. Il a dit sa détermination à construire une démocratie forte dans son pays. J'ai toujours voulu en Côte d'Ivoire un parlement fort. Et c'est pour cela, il y a quelques jours à Korogo, je lançais à mes frères du Front populaire ivoirien de venir dans le processus de paix. Car j'aurais bien souhaité que ce soit à l'Assemblée que les débats aient lieu. L'Assemblée est le lieu et la réflexion et, je dirais, le processus démocratique. Après les allocutions, l'Assemblée parlementaire a décoré dans l'ordre de la francophonie, qui est l'ordre de la Pléiade et du dialogue des cultures, 6 personnalités dont le président de la République, Alassane Ouattara, fait grand croix, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté fait grand officier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, fait aussi grand officier, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le président de l'Assemblée nationale de Wallonie-Bruxelles, tous fait grand officier. Au nombre des participants à cette rencontre, vous avez pu le voir, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Il s'est entretenu par la suite avec le chef de l'État. Le reportage de Viviane Haïma. Le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, a été reçu aux alentours de 13 heures par le président de la République au palais présidentiel. Il était accompagné par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Plusieurs sujets concernant la francophonie ont été évoqués, notamment les prochains Jeux de la francophonie qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire et le retour du Massa, le marché des arts et du spectacle africain, dont la Côte d'Ivoire est organisatrice. Je voudrais dire concernant la francophonie que notre coopération est excellente. Elle est excellente parce que la francophonie aime la Côte d'Ivoire, mais surtout la Côte d'Ivoire aime la francophonie. C'est vraiment un de nos pays les plus engagés dans l'aventure francophone, au service de notre langue en partage, au service de nos valeurs, qui sont des valeurs universelles, et également un des pays qui réalise le plus des projets porteurs pour l'avenir de la francophonie. Tout à l'heure, nous avons parlé des CLAC, Centres de lecture et d'animation culturelle à réhabiliter dans le nord du pays. L'OIF et la Côte d'Ivoire, la main dans la main, vont réaliser ce projet. Nous avons évoqué les Jeux de la francophonie qui suivront Nice, c'est-à-dire en 2017. Et nous sommes sûrs que ce sera un très grand événement. Nous avons évoqué le projet IFADEM, Initiative pour la formation à distance des maîtres du primaire, pour lequel la Côte d'Ivoire est également engagée avec nous. Et nous avons évoqué la relance du Massa, le marché des arts et spectacles africains. Vous savez que le Massa, pour les raisons connues, évidentes, avait été arrêté. Et maintenant, nous sommes déterminés à relancer de façon vigoureuse et enthousiaste le Massa. Et je peux même déjà vous dire qu'ensemble, nous avons promis de faire ces relances en 2014, du 1er au 8 mars.
Après le point de presse, le président de la République et son hôte ont poursuivi leurs échanges en tête-à-tête. Cette grande rencontre parlementaire inclut la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. Quel est le but de ce Parlement consacré à la jeunesse? Pourquoi une telle institution? La réponse avec Léon Pro. Bon, le Parlement francophone des jeunes, bon, à mon avis, c'est une conférence, une conférence des jeunes. Le Parlement francophone des jeunes. J'en ai une fois entendu parler, mais je ne connais pas vraiment. Comme ces jeunes, nombreux sont ceux qui méconnaissent le Parlement francophone des jeunes, PFJ, et pourtant, ce segment de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dédié aux jeunes, existe depuis 1999. Sa vocation, inculquer aux nouvelles générations le modèle durable de démocratie. C'est à travers des simulations pour amener les jeunes à découvrir, comprendre et enseigner la démocratie telle que vécue au sein des parlements. Ici, nous essayons de voter des projets de loi. Ce sont des projets de loi que nous votons, des projets de loi à soumettre aux assemblées nationales des différents pays lors des sommets des chefs d'État et de gouvernement. Comment passent les textes d'un point A à un point B, comment ça devient des lois et pourquoi on n'appelle pas ça des lois. Déjà techniquement, on apprend des choses sur le plan législatif. Mais maintenant, parallèlement, sur le plan humain, on est plus ancré dans la francophonie. Véritable école au service de la démocratie, le Parlement francophone des jeunes œuvre pour le rayonnement de la francophonie. À la clé, des plaidoyers et résolutions sur des phénomènes et catastrophes. Le PFJ en a produit une panoplie, pour ne citer que les 4 textes sur la crise alimentaire et financière, les enfants soldats, le travail des enfants, ainsi que les jeunes et les partis politiques, adoptés en 2009 à Paris par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Parlons maintenant de coopération ivoiro-burkinabé, la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays se prépare. Il est principalement question de consolider et de renforcer davantage les fondements de la coopération bilatérale. C'est un reportage signé Honorine Agnigori. La présente réunion, la 2e du genre qui se tient à Abidjan, vise à poursuivre les échanges de Bobo Dioulasso au Burkina Faso et de faire l'état d'exécution des tâches et d'avancement des dossiers. La première réunion de Bobo Dioulasso avait permis de dresser l'état de la coopération et de déterminer les diligences à exécuter. Et cela pour parfaire l'ensemble des dossiers techniques à soumettre au chef d'État lors de la 3e conférence du sommet de traité d'amitié et de coopération prévue du 28 au 29 juillet à Yamoussoukro. Les chantiers prioritaires portent sur 2 grands domaines, les infrastructures et l'énergie. Au sujet des infrastructures, il s'agit des projets de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouaga et le chemin de fer Abidjan-Ouaga-Niamey. Concernant l'énergie, les projets d'interconnexion électrique et de la diversification des ressources énergétiques sont au programme. Au total, une dizaine de projets qui devraient être harmonisés et finalisés en vue de leur signature au cours du 3e sommet. Quel est l'impact de ces rencontres sur les populations ? Les populations, comme vous le constatez, sont très fortement intéressées par ces 3 grandes décisions. En plus de ces décisions, un certain nombre d'accords concernant plusieurs secteurs d'activité sont en préparation et vont être signés au cours de ce conseil de ministres conjoints de Yamoussoukro. Il concerne les domaines de la culture, de l'agriculture, du transport, de l'économie, du commerce, ainsi de suite. Donc tous les secteurs d'activité de notre coopération sont concernés. La rencontre d'Abidjan, bien plus qu'une étape, constitue la dernière ligne droite d'un cycle de travail dont l'aboutissement par le biais de la prochaine conférence prévue du 28 au 29 juillet à Yamoussoukro devra ouvrir de nouvelles perspectives de progrès et de prospérité pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Comment permettre à la Côte d'Ivoire de couvrir ses besoins alimentaires d'ici à 2020 grâce aux vivriers? Des experts et acteurs de la filière planchent en ce moment sur la question. Le reportage de Noël Niagno. La production vivrière disponible pour nourrir les Ivoiriens est estimée à plus de 7 millions de tonnes en 2011 pour des besoins alimentaires évalués sur la même période à 11 millions 59 000 tonnes.
donc un déficit de plus de 2 millions de tonnes de produits vivriers. À ce tableau, associons les aléas de la production vivrière. Non-maîtrise de l'eau, faible niveau de mécanisation, faible niveau d'utilisation des temps, difficulté de transport, de distribution, de commercialisation et autres. Et pourtant, la Côte d'Ivoire dispose d'atouts pour permettre un développement durable de l'agriculture vivrière. Une vision est donc définie par les autorités. Transformer l'agriculture vivrière de subsistance en une agriculture performante, source de richesse partagée. Comment? Des axes stratégiques sont élaborés. Elles sont soumises depuis ce mardi aux experts et acteurs de la filière vivrière autre que le riz. Il s'agira au terme de cette rencontre de 72 heures de voir comment renforcer l'appui technique, réfléchir à l'appui à la commercialisation, à l'organisation et au renforcement des capacités des structures. Enfin, l'appui à la valorisation et à l'organisation de la compétitivité des produits vivriers. Quittons les plantations pour le monde de l'emploi. Il est question de la certification des compétences des jeunes formés en dehors des circuits dits conventionnels. Les explications de Maïsako. Au-delà de la formation formelle qui se déroule dans les institutions étatiques de formation telles que l'école et l'université, d'autres formations dites non formelles et informelles se développent au quotidien. Au terme de ces formations qui relèvent de l'apprentissage en dehors des institutions classiques de formation, nombre de jeunes et d'adultes munis de nouvelles compétences restent sur le carreau, vu que leurs diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Pour donner de la valeur et que soient reconnues ces compétences, le ministère de l'Emploi entend, avec l'aide d'experts venus de 15 pays africains, définir des cadres nationaux de certification à travers des échanges d'expériences. Les données donc à cette date, et suivant le diagnostic, montraient que seuls 70% des jeunes Ivoiriens avaient accès au cycle primaire et seulement 46% de ceux-ci achevaient ce cycle primaire. C'est donc de nombreuses compétences qui se développent au quotidien, dans des contextes de travail divers et variés, au-delà, je dis bien au-delà même, des contextes classiques dits formels. Nous devons donc prendre en compte ces volets de formation en leur conférant reconnaissance et dignité dans l'intérêt de notre jeunesse. La mise en place des cadres nationaux de certification vise à terme le développement durable de l'employabilité des jeunes et des adultes pour une économie prospère des pays africains. Mariage forcé égale grossesse précoce, fistule obstétricale et bien souvent décès à l'accouchement. En Côte d'Ivoire, 3 jeunes filles sur 10 en sont victimes chaque année. L'ONG Génération des femmes du 3e millénaire tire sur la sonnette d'alarme pour mettre fin au mariage forcé. Doigt des lasers. Cette jeune fille de 16 ans subit le mariage forcé depuis 3 ans. Mon papa m'a donné un mari à son ami, qui a 3 femmes. Chaque nuit, lorsqu'on lui fait les rapports, quand j'accepte pas, il me frappe. Je souffre vraiment, je souffre. Chaque nuit, c'est ce qu'il fait. Quand je me lève voir ma maman dit d'accepter cela. Ces femmes me maltraitent. Elles ne veulent même pas me sentir. À chaque fois, il y a palabre dans la maison. Comme elle, une autre dame de 27 ans, mère de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Son premier enfant, elle l'a obtenu à l'âge de 15 ans suite à un mariage forcé. Pour elle, le phénomène de mariage forcé est une véritable injustice faite à la femme. Mon papa ne pouvait pas s'occuper de mon école, puis l'école de mon petit frère. Donc moi, il fallait que je me marie pour que mon mari s'occupe de mon petit frère. 3 enfants avec ce type-là. Et cet enfant-là, je suis les voir, tu vas dire que ce sont mes petites soeurs et petits frères. Le mariage, ce n'est pas un truc où on doit choisir pour quelqu'un. Et quand tu te maries avec quelqu'un que tu aimes là, il n'y a pas de problème. Mais tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment, c'est difficile. Plusieurs jeunes filles en Côte d'Ivoire sont victimes chaque année du mariage forcé. Et pourtant, les conséquences sont énormes, au nombre desquelles les grossesses précoces, les infections du VIH-Sida et les fistules obstétricales. Selon Honorine Veil, présidente de l'organisation non gouvernementale Génération des femmes du 3e millénaire, GFM3, les autorités ivoiriennes doivent agir pour mettre un terme à cette pratique. Une fille qui doit aller à l'école, une fille qui doit évoluer normalement et participer au développement aussi, parce que c'est une femme en devenir. Donc si du coup on lui vole sa jeunesse, elle se sent frustrée toute sa vie.
Et quand c'est comme ça, elle est marquée. Donc nous, en tant qu'organisation, membres de Filles pas épouses, nous sommes obligés d'attirer l'attention des leaders communautaires, des leaders religieux et même du gouvernement à faire attention à ce fléau qui passe souvent inaperçu. En Côte d'Ivoire, 3 jeunes filles sur 10 subissent chaque jour le mariage forcé, une situation très alarmante. Un communiqué dans cette édition, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs informe qu'en raison de l'engouement suscité par la mise en place des comités locaux du Conseil national de la jeunesse et en vue de permettre l'inscription encore plus massive des jeunes sur les listes électorales, les élections initialement prévues pour le 14 juillet sont reportées au 11 août 2013. Tisser la cohésion autour de l'alliance RHDP, c'est l'appel lancé aux populations de Ouangolo par la Fondation Espoir PDCI, cela en marge de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Michel Digré. Centre culturel de Ouangolo pour la projection d'un film, une faute de la réconciliation, captive l'attention du public et même des masques. Le scénario retrace quelques temps forts de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais surtout de celle de la création du RHDP, né de la volonté de 2 leaders, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui ont décidé le 18 mai 2005 avec l'UDPCI et le MFA de faire table rase sur ce qui les divisait et ne privilégier que les intérêts de ce qui les unit, à savoir la Côte d'Ivoire. Pour l'initiateur de cette projection, Zié Koulibaly, président de la Fondation Espoir du PDCI, cet esprit de réconciliation doit servir d'exemple à tous les Ivoiriens. Mieux doit être consolidé. Il faut faire en sorte aujourd'hui que le RHDP se consolide et que les enfants du Faux-Boigny, qui sont aujourd'hui retrouvés autour du docteur Alassane Ouattara à la tête du pouvoir d'État, puissent se donner la main pour faire en sorte que le développement, la paix et la réconciliation soient une réalité. Le couple Ouattara-Bédié est une réalité en Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre pour que ce couple Ouattara-Bédié puisse apporter à la Côte d'Ivoire la paix, la réconciliation et le développement. Koulibaly sillonne les villages de Ouangolo-Dougou avec le commissaire CDVR de la localité pour convaincre les populations sur la réconciliation et la nécessité de soutenir la cohésion au sein du RHDP. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, mobilise ses militants. Le parti a organisé un séminaire politique pour concevoir son programme d'action pour les 6 prochains mois. Victorine Yaoyoboué. Après les élections présidentielles, l'on a noté que l'UDPCI est le 4e parti de notre pays. Et nous sommes en train de nous organiser pour ne pas rester le 4e parti, pour être le 3e, 2e, voire même le premier parti de ce pays. Et c'est tout à fait légitime. C'est pour ça que nous sommes en train de faire la revue des structures, nous allons toutes les fouetter pour qu'on se remette au travail. C'est une UDPCI conquérante qui lance le rappel de cette troupe. Ce séminaire du secrétariat à l'organisation et à la mobilisation du parti a un seul objectif, définir un plan d'action pour ce 2e semestre de l'année 2013 qu'il va soumettre à la présidence de l'UDPCI. Ceci dans le but de poursuivre l'implantation de ce parti politique dans toute la Côte d'Ivoire. Dans un parti politique, ceux qui animent le parti au quotidien ne sont pas très nombreux. Mais c'est les indécis qu'on appelle ces partisans qui sont nombreux que nous devons transformer en militants d'ici les élections, les futures élections. Pour le mois de juillet là, nous devons au niveau d'Abidjan envoyer à Abidjan 35 délégations. Et puis après on fait là le sud. L'UDPCI est un parti jeune qui fait confiance à la jeunesse. Les jeunes de leur côté ont dit leur volonté de contribuer au rayonnement de leur parti. Leur vœu en ce moment, c'est que l'UDPCI fasse des propositions concrètes aux autorités pour le retour de la paix dans l'Ouest, qui peut être considéré comme le fief de l'Union pour la démocratie et la paix de Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, au Mali, le top est donné aux 28 candidats pour la course aux élections présidentielles. Le président par intérim Dioncounda Traoré a appelé les candidats à faire preuve d'indulgence envers ce processus électoral mis en place dans l'urgence. Ils sont 28 candidats en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle malienne. 27 hommes pour une femme, reçus tous ensemble au palais présidentiel.
Diokounda Traoré leur a confirmé que le scrutin aura lieu à la date prévue. Il leur demande d'être indulgents car l'organisation risque d'être un peu chaotique. L'essentiel des conditions sont réunies. Vous savez dans quel contexte ces élections arrivent. Elles ne seront pas parfaites, loin de là, mais elles seront transparentes, elles seront crédibles. Pas de report pour permettre le vote des réfugiés et la distribution des cartes d'électeurs. L'agenda encouragé par Paris est maintenu. Reste 3 semaines pour convaincre les indécis. La campagne a démarré sur un air de fête. Dans un stade plein à craquer, Dramane Dembélé, le candidat de l'ADEMA, le plus grand parti du pays, a défendu le fer de lance de sa campagne, la justice sociale. Je vais donner espoir à tous les enfants de ce pays. Je suis le candidat des Maliens, le candidat de la justice sociale, le candidat d'une espérance nouvelle. Éradiquer la pauvreté, développer l'emploi, l'éducation dans un Mali uni, c'est le mot d'ordre de la plupart des partis. C'est aussi celui de Soumaïla Cissé qui a dévoilé son programme pour un Mali nouveau. Je m'engage tout entier pour le Mali. Je m'engage pour le bonheur des Maliens. Une ville échappe à la campagne, Kidal, le fief de la rébellion touareg. Kidal où les tensions sont vives entre les partisans de l'Azawad et ceux qui soutiennent le retour de l'armée malienne, au point que certains commencent à douter qu'on puisse même y voter. En Égypte, le nouveau Premier ministre poursuit ses consultations pour former un gouvernement. L'exercice est bien difficile. Il rencontre le refus catégorique des frères musulmans d'intégrer le futur gouvernement. Eux demandent plutôt la réhabilitation de Mohamed Morsi. Le nouveau Premier ministre égyptien Hazen Beblaoui a entamé mercredi des consultations pour former un gouvernement à la demande du président par intérim Adli Mansour. Cet ancien ministre des Finances de 76 ans aura la lourde tâche de redresser l'économie et de réconcilier le pays. Mais les frères musulmans ont d'ores et déjà refusé sa proposition d'entrer au gouvernement. La tension reste vive dans le pays. La justice égyptienne a ordonné l'arrestation de plusieurs hauts responsables des frères musulmans, dont le guide suprême de la confrérie Mohamed Badi, accusé d'incitation à la violence lors des manifestations qui ont fait 50 morts lundi. Ceux qui sont arrivés au pouvoir sur des tanks, sur le sang de nos martyrs, sur le corps de nos enfants et sur la dignité et la liberté des Égyptiens n'ont aucune dignité dans notre pays. Nous ne les acceptons pas. Mohamed Al-Barada, chef du FSN, une coalition laïque, fait également son entrée au sein du gouvernement. Il récupère le poste de vice-président en charge des relations internationales. Des nominations d'ores et déjà rejetées comme illégitimes par les sympathisants des frères musulmans, mais qui ont obtenu le soutien du camp laïque et libéral. Nous avons besoin de quelqu'un qui fasse marcher le pays, qui relance la production et donne du pain aux citoyens pauvres, pas quelqu'un qui fasse chavirer le navire. Non! Le président Adli Mansour a désigné un nouveau procureur général et dévoilé son projet de réforme de la Constitution. Il prévoit des élections législatives début 2014, suivies par un scrutin présidentiel. Un plan de transition déjà critiqué par les partisans des frères musulmans qui ont de nouveau investi les rues du Caire. Terminons par cette information en bref. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a reçu la visite du roi de sa tribu. Le chef traditionnel a dressé un bilan peu optimiste de l'état de santé de Madiba. Le père de la nation arc-en-ciel est dans un état critique depuis plus de 15 jours. Il est sous assistance respiratoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.